Bonjour et bienvenue sur le séminaire René Guénon. Le séminaire René Guénon qui a pour but de proposer des cours complets sur tous les chapitres des œuvres fondamentales du métaphysicien traditionnel René Guénon afin d'entrer dans l'étude approfondie de la doctrine traditionnelle et de la véritable spiritualité. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee, sur la page du séminaire René Guénon. Le programme de cette séance, c'est le chapitre 3 d'Orient et Occident. Et ce chapitre 3 s'intitule « La superstition de la vie ». Donc René Guénon applique à la notion de la vie dans la modernité, dans le monde moderne, la vie, ce qu'on appelle la vie, est l'objet donc d'une certaine forme de superstition. Alors nous allons voir en quoi. René Guénon commence par nous expliquer que les civilisations traditionnelles ont un caractère de stabilité, mais cette stabilité n'est pas consubstantielle, ne va pas forcément avec un caractère fixe, de fixité. Et donc ces civilisations traditionnelles sont stables, mais ne sont pas pour autant figées. René Guénon dit « La stabilité dont nous parlons va jusqu'à exclure toute modification, mais elle réduit la modification à n'être jamais qu'une adaptation. » J'ai du mal citer le texte. « La stabilité dont nous parlons ne va pas jusqu'à exclure toute modification, mais elle réduit la modification à n'être jamais qu'une adaptation aux circonstances par laquelle les principes ne sont aucunement affectés. » Donc les civilisations traditionnelles gardent la structure fondamentale de leur société et de leurs critères doctrinaux, mentaux, spirituels, religieux, sociaux, etc. Et ils n'opèrent des modifications que pour des adaptations secondaires à des circonstances contingentes. Mais les principes ne sont aucunement affectés. C'est ça qui différencie une civilisation traditionnelle d'une civilisation moderne, c'est que la civilisation traditionnelle ne remet jamais en cause ses principes fondamentaux, tandis que la civilisation moderne se base sur la négation, sur la coupure avec les principes fondamentaux des civilisations traditionnelles. D'ailleurs, il ne faut pas confondre immutabilité avec immobilité, immutabilité et immobilité. Une civilisation traditionnelle peut être d'une certaine manière immuable ou fondée sur des principes immuables, mais elle n'est pas pour autant immobile, puisque étant dans le devenir temporel du monde, eh bien, elle est obligée de se mouvoir et de changer, de varier en fonction des époques. René Guénon explique « L'immuable, ce n'est pas ce qui est contraire au changement, mais ce qui lui est supérieur, de même que le suprarationnel n'est pas l'irrationnel. » Donc là, c'est une des distinctions absolument fondamentales qu'il faut faire pour entrer dans la doctrine spirituelle de la tradition, c'est qu'il ne faut pas croire que ce qui est immuable est contraire au changement et incompatible avec le changement, mais ce qui est supérieur au changement. Donc, il faut en quelque sorte dépasser le point de vue dualiste qui oppose deux choses sur un même plan, par exemple changement et invariabilité ou non-changement, et donc, qui serait donc sur un même pied d'égalité et qui se combattraient l'un l'autre sur un même plan horizontal. Puisque pour s'opposer de manière frontale, incompatible, et il faut être nécessairement sur un plan horizontal d'opposition. Mais cela ne peut pas être le cas quand deux notions sur un plan vertical de hiérarchie, justement. Et Guénon explique que l'immuable ne s'oppose pas au changement, mais le transcende, lui est supérieur. De la même manière que le suprarationnel, par définition, n'est pas l'irrationnel, puisque l'irrationnel s'oppose au rationnel sur le plan de l'horizontalité des oppositions, donc dualistes,
Mais le suprarationnel transcende à la fois l'irrationnel et le rationnel. Voilà, c'est extrêmement important. Donc, une civilisation traditionnelle peut avoir un caractère d'immuabilité ou d'immutabilité, ce qui n'est pas la même chose que l'immobilité, qui serait le contraire du changement ou de la mobilité, enfin, de la variabilité. Et cela amène Guénon à nous proposer une analyse anthropologique extrêmement profonde sur l'homme moderne. Inconstant, changeant et inconstant, comme voué au mouvement sans arrêt et à l'agitation incessante, et n'aspirant d'ailleurs point à en sortir. Tel est l'homme moderne décrit par Guénon, et ce qui est bien encore le cas aujourd'hui particulièrement. Depuis presque 100 ans après la publication de cet ouvrage. René Guénon continue, son état, donc cet état de l'homme moderne, son état est en somme celui d'un être qui ne peut parvenir à trouver son équilibre, mais qui, ne le pouvant pas, refuse d'admettre que la chose soit possible en elle-même ou simplement souhaitable, et va jusqu'à tirer vanité de son impuissance à trouver un équilibre. Ce changement où il est enfermé et dans lequel il se complaît, dont il n'exige point qu'il le mène à un but quelconque. Le moderne abandonne même donc l'idée de but, de finalité, et certains des hommes modernes s'étonnent ou se chagrinent ensuite un peu tard de ne pas avoir de sens à leur vie, puisque évidemment ils ont abandonné tout objectif, ils n'ont plus de sens. C'est tout à fait logique. Donc les êtres modernes dans une quête, très souvent dans une quête de sens, ils veulent retrouver le sens à leur vie, alors que précisément, dès le départ, par leur coupure avec les principes traditionnels, par leur renoncement aux principes traditionnels, qu'ils soient hérités par la société, de l'ambiance mentale, des paradigmes mentaux, des modèles mentaux, des propagandes modernes, ou qu'ils soient le fait d'un choix personnel de renoncer à la religion, par exemple, de devenir athée, eh bien, ces gens perdent évidemment ensuite tout objectif précis dans leur vie et se rendent compte au bout d'un moment, au bout de quelques décennies par exemple, qu'ils ont perdu tout sens à leur vie. Sur le plan des sciences, même constat, René Guénon nous dit, dans l'ordre intellectuel même, c'est la passion de la recherche prise pour une fin en elle-même, sans aucun souci de la voir aboutir à une solution quelconque. Donc, l'abandon des objectifs, l'abandon des finalités précises. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour la philosophie, et pour toutes les sciences humaines, dites humaines, qui n'entretiennent que des questions artificielles, mal posées, qui ne mènent à strictement rien. Qui ne mènent que à s'entretenir elles-mêmes dans le domaine des recherches universitaires, qui n'ont pour but que de publier des écrits et d'organiser des conférences purement verbalistes qui ne mènent donc à rien. Le sentiment... Alors, René Guénon revient sur le domaine du sentiment qu'il associe à l'esprit moderne. Le sentiment devient en quelque sorte un des critères fondamentaux de la vie moderne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sentiment, contrairement à ce qu'on pourrait croire et contrairement à ce qu'enseigne la modernité, donc le paradigme, le modèle, la propagande moderne, contrairement à ce qu'enseigne la propagande moderne, le sentiment est quelque chose d'extérieur, de superficiel, sur le plan ontologique spirituel. Il n'est pas intérieur en réalité. René Guénon explique. L'esprit moderne est presque uniquement tourné vers l'extérieur, vers le domaine sensible. Le sentiment lui paraît intérieur, et il veut souvent l'opposer sous ce rapport à la sensation. Mais cela est bien relatif, et la vérité est que l'introspection du psychologue ne saisit elle-même que des phénomènes, c'est-à-dire des modifications extérieures et superficielles de l'être. Il n'est de vraiment intérieur et profond que la partie supérieure de l'intelligence, qui s'appelait d'ailleurs en grec le nous,
c'est-à-dire l'intellect supérieur, et qui est appelé dans les divers textes traditionnels, notamment dans les traditions abrahamiques, il est appelé le cœur. D'où le fait que, par exemple, le roi Salomon demande un cœur intelligent. Comment le cœur qui pompe du sang pourrait être intelligent? C'est évidemment le cœur dans un sens symbolique et sacré, qui est la désignation du nous des Grecs, ou de l'intellectus des Latins, c'est-à-dire de l'intelligence pure. Et cela d'ailleurs nous rappelle que dans la véritable doctrine traditionnelle, il y a 3 dimensions à l'être humain: la dimension corporelle, matérielle, qui est la dimension purement sensible, la deuxième dimension qui est la dimension psychique, qui est la dimension de l'âme, la dimension animique, qui est donc aussi la dimension qui correspond aux sentiments, aux émotions, et la troisième dimension qui est le nous, l'intellect supérieur, le cœur, dans les textes, dans les symbolismes traditionnels, le cœur, qui est la partie vraiment intérieure et profonde de l'être humain. Et c'est pourquoi les sentiments sont quelque chose d'extérieur en réalité par rapport au cœur de l'être en réalité. Au regard de l'intellectualisme transcendant des orientaux, rationalisme et intuitionnisme sont donc extérieurs à l'être. C'est très important à comprendre, puisque donc, ce que René Guénon appelle l'intellectualisme transcendant les orientaux, c'est cette valorisation traditionnelle et hiérarchique, purement hiérarchique, du nous, donc de l'intellect supérieur, comme étant au sommet des facultés de l'être, et qui correspond donc à tout ce qui est purement et simplement la tradition spirituelle. Et évidemment, en regard de cela, le rationalisme et l'intuitionnisme sont des choses qui sont dans le domaine psychique, donc qui sont extérieures, qui sont sur la surface extérieure de l'être, par rapport à la véritable essence qui est dans l'intellectualité. Donc le rationalisme et l'intuitionnisme sont des illusions extérieures, sur un plan métaphysique. Et c'est pourquoi la fascination de la mentalité et même des sciences modernes pour la vie n'est qu'une fascination pour ce qui est changement, pour ce qui n'est que phénomène relatif et transitoire, extérieur, cachant les principes immuables de l'absolu. Et pour illustrer un petit peu cette fascination, cette idolâtrie, cette superstition de la vie qu'il y a dans la modernité, il n'y a qu'à évoquer par exemple la formule, l'expression de science de la vie, qu'on a substituée à la notion de biologie, qui était tout simplement la terminologie traditionnelle, la terminologie technique objective, la biologie ou la zoologie, etc. La biologie, non, on l'a changé, on a dit la science de la vie. Et c'est pour ça qu'à l'école, dans les lycées, dans tout le domaine francophone, on ne parle pas de biologie, mais on parle de SVT, des sciences de la vie. Et d'ailleurs, un des grands magazines de la biologie, de la science biologique, de la science physique, s'appelle Science et Vie. Science et Vie. Donc tout ça participe de la superstition de la vie. Donc René Guénon nous parle de cette philosophie de la vie qui est nécessairement par là même une philosophie du devenir. Nous voulons dire qu'elle est enfermée dans le devenir et n'en peut sortir, devenir et changement étant synonymes, ce qui l'amène à placer toute réalité dans le devenir, à nier qu'il y ait quoi que ce soit en dehors ou au-delà, puisque l'esprit systématique est ainsi fait, donc l'esprit systématique qui est caractéristique de la modernité, il est ainsi fait qu'il s'imagine inclure dans ses formules la totalité de l'univers. Et c'est encore là une négation formelle de la métaphysique, tel est notamment l'évolutionnisme. Donc, là, René Guénon revient sur l'implication de tout ce qui est la valorisation du devenir de la vie terrestre en tant que changement perpétuel par rapport aux sciences modernes et aux conceptions de la pensée moderne, qui sont donc des négations de la métaphysique, des négations
des principes immuables. Il n'y a plus aucun principe immuable. Tout ce qu'il existe de concret, de véritablement réel, c'est la vie, c'est ce qui est changement dans le devenir du monde terrestre, du monde matériel. Donc, toute réalité est en quelque sorte enfermée dans ce devenir matériel. Et du coup, négation totale de la métaphysique. Et notamment tout ce qui est progressisme et évolutionnisme, c'est-à-dire la vie se développe dans le cadre strict des relations matérielles et ne peut donc se constituer que par évolutionnisme. Comment est-on parvenu à partir des bactéries jusqu'aux organismes complexes que l'être humain par exemple constitue aujourd'hui? Eh bien, forcément par un évolutionnisme des relations matérielles dans le devenir pur de la vie matérielle, corporelle, terrestre. Alors, donc, négation formelle de la métaphysique qui amène aussi au fait que la pensée moderne, c'est donc la suppression de la spéculation, de ce que René Guénon appelle ici spéculation, mais qui est un synonyme pur de contemplation. Il faut bien prendre ce terme-là dans le sens de contemplation pure, et non pas d'imagination virtuelle, de considération purement virtuelle. Donc, la pensée moderne, c'est la suppression de la spéculation, c'est-à-dire de la contemplation, au profit de l'action qui envahit et absorbe tout. Alors, nous allons maintenant examiner en quoi cette action absorbe tout. Alors, ce n'est évidemment pas l'action véritable. Il faut bien comprendre. Ici, René Guénon nous explique que l'action remplace la contemplation. L'action remplace la contemplation comme il l'expliquait déjà dans la crise du monde moderne, comme il l'expliquera, puisque c'est publié plusieurs années après dans la crise du monde moderne. L'action envahit et absorbe tout, mais ce n'est évidemment pas l'action véritable, c'est le domaine de l'action, c'est-à-dire le domaine du devenir, du changement, de la vie matérielle. Et on en arrive à imaginer cette conception d'un Dieu en devenir qui n'est qu'immanent et non transcendant, et celle aussi, ce qui revient au même, d'une vérité qui se fait, qui n'est qu'une sorte de limite idéale sans rien d'actuellement réalisé. Donc tout cela, ce sont des conséquences de l'état d'esprit moderne. Un Dieu en devenir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Dieu immuable, comme nous l'avons dit. Il y a abandon de la notion même de principe immuable, de principe métaphysique immuable. Donc, tout ce que l'on vient à imaginer, à envisager, se réduit à ce qui est en devenir. Et donc, même si l'homme moderne pouvait imaginer ou envisager une forme ou une autre de divinité, ce serait une divinité en devenir, puisqu'elle est enfermée, elle aussi, dans ce monde du devenir qui est la limite absolue de la mentalité moderne. Et donc ce devenir, donc ce qui n'est que purement immanent, c'est-à-dire que ce qui procède des règles matérielles propres à la vie en tant qu'elle n'est que ce qu'elle apparaît être, et non transcendant, c'est-à-dire que rien ne dépasse, donc il n'y a rien qui transcende les choses visibles, il n'y a rien qui transcende le devenir, il n'y a rien qui transcende les conditions communes de l'existence, avec ses limitations matérielles, etc. Donc il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de spiritualité propre, il n'y a plus de transcendance, et il n'y a plus de vérité autre que celle qui se constitue de manière purement relativiste dans le domaine du devenir qui change perpétuellement, et qui n'est donc que relative, puisqu'elle est relative à chaque chose qui apparaît dans le domaine du devenir et qui peut disparaître peu de temps après, donc il est purement relatif. Donc il n'y a plus de vérité absolue, il n'y a plus de vérité immuable. Alors évidemment, les personnes traditionnelles, les personnes véritablement spirituelles, et ce que René Guénon appelle donc les orientaux, c'est-à-dire les gardiens de la tradition en quelque sorte, ce qui n'est pas à prendre là encore dans un sens géographique ou ethnico-culturel, mais dans un sens spirituel,
donc les gardiens de la tradition, les personnes qui restent spirituelles, envisagent les choses à partir de l'extinction de l'action elle-même, et non comme un principe autonome. Et ça, c'est extrêmement important. Donc cette action, cette vie profane, cette vie matérielle, doit être éteinte pour qu'apparaisse, doit être résorbée ou dissoute pour qu'apparaisse la vérité qui n'apparaît que dans la contemplation. Les orientaux, nous dit Guénon, envisagent la limitation de l'action et de ses conséquences, comme ils opposent sous ce rapport la connaissance à l'action. La théorie extrême-orientale du non-agir, le fameux Wu-Wei taoïste. La théorie hindoue de la délivrance. Ce sont là des choses inaccessibles à la mentalité occidentale ordinaire, pour laquelle il est inconcevable qu'on puisse songer à se libérer de l'action, ou, et encore bien plus, qu'on puisse effectivement y parvenir. Alors cela est d'ailleurs à mettre en relation avec ce qui a lieu plus tard, après la mort de René Guénon, dans les années 60 et 70 notamment, qui a vu la mode du yoga occidental. Alors René Guénon n'a pas connu la vogue, la mode du yoga occidental, qui n'est qu'un prolongement en réalité de cette mentalité, puisque ce qu'il faudrait appeler en toute rigueur ce pseudo-yoga occidental est pratiqué dans un but de bien-être individualiste, sans aucune valeur de progression spirituelle ou d'accession à des états de conscience éclairés par une doctrine et un mode de vie traditionnel, sans lesquels toute pratique n'est qu'un jeu, qu'une pantomime, qu'un amusement psychique, qu'un divertissement purement extérieur. Donc, en 1924, René Guénon prédit, avant tous les critiques de la modernité actuelle, les personnes par exemple qui promeuvent la décroissance, les collapsologues, René Guénon avait prédit en 1924 que la modernité ne pouvait pas durer bien longtemps dans un tel progrès qui est indexé, qui est basé uniquement sur le devenir matériel, le progrès matérialiste, par là même que le domaine de l'action ne comporte que des possibilités fort restreintes. Quelles que soient les apparences, il n'est pas possible que ce développement se poursuive indéfiniment. Ce développement, c'est-à-dire le progrès moderniste, c'est-à-dire le devenir de la société, de la civilisation moderne. Il ne peut pas y avoir de progrès matériel infini dans un monde matériel fini. Guénon a eu cette pensée, cette réflexion à partir des principes et non devant le mur matériel des modernes, parce qu'aujourd'hui nous avons des décroissants, des personnes qui promeuvent la décroissance, ou des collapsologues qui annoncent l'effondrement des économies notamment, et des sociétés, mais ils l'annoncent parce qu'on est devant ce mur. On est en train de vivre les premières manifestations de cet effondrement. Et donc, c'est parce qu'ils sont devant ce mur matériel que les modernes donc s'en rendent compte. Donc ils deviennent des collapsologues. Mais c'est trop tard. Et ils le savent et ils le disent eux-mêmes. C'est trop tard. Parce qu'ils ont attendu d'être devant ce mur pour s'en rendre compte. Alors que René Guénon, en 1924, donc c'était il y a 100 ans, donc c'était il y a quand même un certain temps, il avait compris tout cela à partir des principes traditionnels. Mais l'homme moderne étant profondément myope puisqu'il ne considère que les choses matérielles, il n'a absolument aucune vue, il n'a absolument aucune perspective de long terme, de longue durée. Il ne peut pas voir à l'avance les conséquences de ses actes, et c'est notamment ce qu'on voit dans le domaine de l'écologie, où les industries modernes, les pharmacies modernes, l'industrie pharmaceutique par exemple, mais toutes les industries technologiques, ne se sont absolument pas souciés des conséquences écologiques de leurs activités, et y compris des conséquences sur la productivité alimentaire future. Et donc, il faut bien rappeler que l'infini ne peut être envisagé que par l'esprit.
Et donc c'est pourquoi les hommes modernes, ayant cru que tout était possible dans le monde du fini, se sont vus foncer dans un mur matériel, puisqu'ils ont confondu le fini et l'infini. Mais l'infini ne peut être que du domaine du spirituel, et ne peut venir que de l'esprit. C'est pourquoi les hommes modernes ignoraient, et ne peuvent que ignorer l'infini, et que donc ils ne peuvent que se tromper, et qu'ils ne peuvent que subir les contre-coups de la finitude du matériel. Voilà. Ils ne peuvent absolument pas avoir une perspective de longue durée. Aucune théorie scientifique ou pseudo-scientifique moderne et matérialiste ne peut se projeter dans l'avenir. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que l'esprit, qui seul est capable de se projeter dans l'avenir, de proposer des perspectives d'avenir, l'esprit est le seul qui puisse voir l'infini et le seul qui puisse voir en quelque sorte l'avenir. Guénon explique ensuite: il a fallu déjà une dépréciation et un amoindrissement de l'intellectualité pour que le progrès matériel arrive à prendre une importance assez grande pour franchir certaines limites. Mais une fois ce mouvement commencé, la préoccupation du progrès matériel absorbant peu à peu toutes les facultés de l'homme, l'intellectualité va encore en s'affaiblissant graduellement. Alors il faut préciser ici que Guénon parle évidemment de l'intellectualité spirituelle, à opposer à l'intelligence spéculative, virtuelle, de la culture théorique et scientifique moderne, et d'ailleurs que la modernité se targue de développer. Pour Guénon, cette intellectualité est d'ordre purement métaphysique, contemplative et sacrée, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle des intellectuels dans le monde moderne. Guénon nous dirait que si l'intellectualité scientifique et spéculative moderne à tendance matérialiste s'est enflée, s'est grandie, c'était bien sûr au détriment de la véritable intellectualité qui est toujours spirituelle. La véritable intellectualité est toujours connectée et même fondée sur des considérations métaphysiques, sacrées, spirituelles. Et c'est pourquoi Guénon revient ensuite encore sur ce qu'il appelle cette expansion de la sentimentalité se produisant corrélativement à la régression de l'intellectualité. Dans le monde moderne, donc que ce soit les scientifiques, les intellectuels ou pseudo-intellectuels et la mentalité générale font mine de valoriser une forme d'intelligence ou de science, mais en réalité, c'est une intelligence ou une science qui est tout entière soumise à des impératifs sentimentalistes, très sentimentalistes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les médias, dans tous les médias et dans tout l'audiovisuel, où le chantage sentimental est partout employé au détriment de l'intellectualité pure, et même très souvent de la pure et simple rationalité légitime. René Guénon avait donc parfaitement perçu que le rationalisme ne saurait aucunement contrebalancer ni limiter l'expansion du sentimentalisme, car ils sont de la même tendance individualiste et pseudo-humaniste, ou même humaniste au sens le plus moderne du terme. Et c'est d'ailleurs pourquoi le sentimentalisme amène au moralisme, c'est-à-dire au fait évidemment de faire la morale à partir des bons sentiments, des bonnes intentions, de faire la morale autour de soi à partir de valeurs prétendues. Et d'ailleurs Guénon explique la morale, quelle que soit la base qu'on lui donne et quelle que soit aussi l'importance qu'on lui attribue, n'est et ne peut être qu'une règle d'action. Pour des hommes qui ne s'intéressent plus qu'à l'action, il est évident qu'elle doit jouer un rôle capital. Donc, le monde moderne abandonnant la contemplation pure pour se tourner totalement vers l'action, donc le devenir, le monde matériel, comme la morale ou l'éthique
est le domaine de réflexion et de science de la bonne action, une règle d'action, il s'ensuit que le monde moderne a eu toute une phase, et d'ailleurs qui continue encore aujourd'hui largement, qui constitue une sorte de moralisme. Puisque tout est action, il faut donc que tout soit moralisé. C'est pourquoi, bien que le monde moderne, les États laïques, le retrait des religions dans l'espace purement privé, n'a aucunement empêché la constitution d'une forme de morale publique, de morale médiatico-politique, ce qu'on appelle le politiquement correct, ou ce genre de choses, qui se prévaut de grandes valeurs comme l'égalité, etc., ce genre de choses, des valeurs plus ou moins juridiques, plus ou moins laïques. Et donc, ce moralisme envahit toute la science, toute la société moderne, puisque toute la société moderne est dans l'action. Donc il faut que cette moralité, ce moralisme, envahisse tout. Alors, on pourrait préciser encore une chose, c'est que la morale est justement la réduction de principes métaphysiques à des règles d'action mondaine. C'est-à-dire que la morale, évidemment, dans un contexte traditionnel et métaphysique, a sa place, puisqu'elle a sa place dans le domaine de l'action, et que l'action existe. Bon. Simplement, l'action est soumise et subordonnée à la contemplation dans un ordre traditionnel. La morale est donc la réduction de ces principes métaphysiques à des règles d'action mondaine. Donc la morale traditionnelle est encore reliée, au moins en théorie, à la conception qu'il faut des principes d'action. Et même toute morale, même si elle se prétend laïque, totalement déconnectée des religions, et plus ou moins sous-entend plus ou moins de se rattacher à des principes d'action, donc à des principes théoriques, donc à une forme ou une autre de contemplation, au moins sous-entendu. La phase suivante de la décadence est donc la perte de la morale qu'on va remplacer par une sorte d'éthique scientifique, par exemple, cependant sans aucune définition claire. Donc aujourd'hui, nous nous situons, par exemple, et depuis un certain nombre d'années, dans la substitution d'une morale publique qui était encore laïque, mais qui était encore pénétrée de conceptions plus ou moins évidemment traditionnelles ou héritées des traditions, où une morale était fondée sur des principes. Aujourd'hui, par la pente descendante du cycle, par la continuité de la décadence, la morale va se confiner en deux possibilités qui seront d'ailleurs contraires. D'une part, l'éthique scientifique, qui se prétend plus ou moins rationnelle, et d'autre part, le pur sentimentalisme, qui va même remplacer le moralisme. C'est-à-dire que le moralisme essaye de généraliser ou d'universaliser des conceptions sentimentales. Mais il y a au moins une tentative d'universalisation. Or, dans le monde actuel, en 2020, le sentimentalisme purement individualisme abandonne de plus en plus les principes universels ou des principes généralisants. Donc, on va retourner à des revendications moralisatrices, mais anti-morales d'une certaine manière et purement sentimentalistes. Donc chacun va vouloir, en fonction de ses particules, par exemple sexuelles, réclamer des droits et réclamer le respect de ses sentiments individuels, purement individuels, de ses choix, de ses options purement sentimentaux et individuels. Et donc, ça va mener à l'abandon de toute forme de morale générale. Ce qui est logique, enfin ce qui est inévitable. Et cette pseudo-morale sentimentaliste, qui est en quelque sorte le dernier échelon avant la perte absolue de toute morale, va se confronter à une éthique scientifique qui, tentant d'être rationalisée, ne pourra pas correspondre au sentimentalisme individualiste. Donc il va y avoir une contradiction, une incompatibilité et une confusion totale qui d'ailleurs sont les caractéristiques de la modernité.
Alors, René Guénon explique même, toujours en 1924, avec une lucidité frappante, l'instrumentalisation politique de la morale. Il dit « Le point de vue moral ayant une raison d'être exclusivement sociale, l'intrusion de la politique en pareil domaine n'a rien dont on doive s'étonner outre mesure. » Et oui, la politique moderne, laïque, antitraditionnelle, va se saisir de la morale sentimentaliste pour faire valoir des valeurs et promouvoir des personnalités politiques qui vont, par démagogie, tenter de plaire au peuple et de se faire élire pour ces raisons, au nom de ces étendards que sont ces pseudo-valeurs morales. Et donc, pour continuer cette analyse du moralisme moderne, René Guénon analyse le fait que ce moralisme imprègne aussi un certain nombre de religions modernes, c'est-à-dire que le point de vue moral devient le point de vue doctrinal suprême qui donc transcende tous les autres par un faux dépassement évidemment. Et c'est notamment le cas dans le protestantisme. René Guénon dit que cette dégénérescence de l'idée religieuse, on la constate dans les innombrables sectes issues du protestantisme, qui est donc une réduction progressive de l'élément doctrinal au profit de l'élément moral ou sentimental. Ce phénomène est un cas particulier de l'amoindrissement général de l'intellectualité. Donc voilà, ce moralisme, cette réduction de l'intellectualité à l'élément moral, moralisateur, est caractéristique de la modernité. Il se retrouve dans le protestantisme, mais aujourd'hui, il se retrouve dans toutes les religions, en réalité. Dans toutes les religions qui s'éloignent du modèle traditionnel. Et on trouve par exemple, dès l'époque de René Guénon, le protestantisme libéral, dont il nous dit qu'il n'est plus qu'un moralisme à étiquette religieuse. On ne peut pas dire que ce soit encore une religion au sens strict de ce mot, puisque sur les trois éléments qui entrent dans la définition de la religion, à savoir la morale, le culte et la doctrine, il n'en reste plus qu'un seul, la morale. Le culte et la doctrine passant quasiment à la trappe. Et cette tendance de fond se retrouve tout autant, plus ou moins, depuis Guénon dans l'Église romaine et dans les autres mouvements, dans les autres religions du monde. Aujourd'hui, le point de vue moral devenant le point de vue suprême. Et d'ailleurs, ce sentimentalisme ou ce moralisme amène à dégrader et pervertir totalement la conception véritable d'une tradition, et donc en quelque sorte infecte toutes les religions comme nous l'avons dit. Il en est qui sont arrivés à appeler tradition des usages populaires ou même des habitudes d'origine toute récente, sans portée et sans signification. Quant à nous, nous nous refusons à donner ce nom à ce qui n'est qu'un respect plus ou moins machinal de certaines formes extérieures, qui parfois ne sont plus que des superstitions au sens étymologique du mot. Donc, le sentimentalisme, comme il a tendance à phagocyter, à faire une OPA sur tout ce qui est plus ou moins prétendument non matériel, donc ce qui est prétendument plus ou moins spirituel, il va remplacer l'intellectualité pure. Et donc, toutes les traditions, de leur côté, toutes les traditions plus ou moins populaires qui vont se perpétuer, ayant été vidées de leur intellectualité et de leur spiritualité et même de leur moralité, qui a été donc phagocytée, qui a été monopolisée par le sentimentalisme, moralisme laïque, anti-rituel et anti-traditionnel, toutes les traditions vont être de leur côté vidées de leur contenu et ne vont rester que ce que René Guénon appelle un respect plus ou moins machinal de certaines formes extérieures. Mais René Guénon explique que ce respect plus ou moins machinal de certaines formes extérieures n'a rien à voir avec une véritable tradition vivante.
ce qui est extrêmement important. René Guénon n'est pas un formaliste, enfin René Guénon, la doctrine traditionnelle, en tout cas transmise par René Guénon ici, n'est pas une survalorisation des formes traditionnelles extérieures, rituelles par exemple, puisque quand il n'existe plus que cela, il ne s'agit que de superstition au sens étymologique du mot. Des choses qui subsistent sans contenu, des sortes de zombies, des résidus morts-vivants en quelque sorte. Alors, René Guénon associe ensuite l'analyse de ce moralisme, de ce sentimentalisme, et donc le fait de vider les choses de leur contenu, justement, au développement dans la mentalité et dans l'intellectualité moderne de l'idéologie, de ce qu'est l'idéologie. Donc des idéologies laïques, antitraditionnelles, humanistes, laïques. Et René Guénon associe cela au verbalisme et au nominalisme. Alors, qu'est-ce que le nominalisme ? Le nominalisme, à ses divers degrés, est l'expression philosophique de cette négation de l'idée, à laquelle il prétend substituer le mot ou l'image. Confondant la conception avec la représentation sensible, il ne laisse réellement subsister que cette dernière, que la représentation sensible. Autrement dit, dans le monde moderne, comme dans la tendance philosophique nominaliste qui était d'ailleurs apparue notamment au Moyen-Âge, mais qui était un fer de lance, un signe avant-coureur de la modernité, ce nominalisme ne retient en quelque sorte que le vêtement de l'idée et non pas son contenu. Selon le nominalisme, l'idée ou la chose à laquelle renvoie un mot n'est pas réelle, tandis que le mot seul est réel. Donc le nominalisme, c'est l'idée que le nom, le nominalisme, le nom des choses, est la seule chose qui est véritablement réelle. En fait, l'idée ou la chose, la réalité prétendue qui est derrière le mot, n'existe pas vraiment, et quelque chose qui est totalement relatif, totalement vaporeux, totalement changeant, n'est pas vraiment réel. Par contre, ce qui est réel, c'est le mot, selon le nominalisme. La tendance contraire, en philosophie, s'appelle le réalisme. Selon le réalisme, qui contredit le nominalisme, donc le réalisme dit que le mot n'est qu'un outil relatif pour renvoyer à une idée ou à la chose signifiée par le mot, par le nom, cette idée ou cette chose étant ce qui est réel. Donc le nominalisme est une sorte de négation de l'intériorité au profit de la manifestation extérieure, donc négation du contenu au profit du contenant, donc le mot, le nom, qui serait la seule chose vraie, tandis que le réalisme est la considération que c'est le contenu qui est réel, donc le réel qui est vrai, réalisme, tandis que le contenant est ce qui est relatif. Or, René Guénon explique que c'est le réalisme philosophique qui suit en quelque sorte la pensée traditionnelle, qui est un relais de la pensée traditionnelle, c'est-à-dire que dans la pensée traditionnelle, les mots désignent les choses, et que ces mots ont un degré de réalité relatif par rapport à la chose qui est réelle. Par exemple, Dieu, le mot Dieu a une certaine réalité, mais il a une réalité relative par rapport à Dieu lui-même. Par rapport au contenu du mot, donc Dieu lui-même. Donc dans le réalisme philosophique, qui est fidèle à la théologie, le mot de Dieu est inférieur à Dieu lui-même. Tandis que dans le nominalisme, le mot de Dieu existe, mais Dieu peut exister ou peut ne pas exister, c'est beaucoup moins important. Donc vous voyez que le nominalisme a une tendance totalement anti-traditionnelle et anti-spirituelle. Et d'ailleurs, René Guénon explique, le nominalisme est presque toujours solidaire de l'empirisme, c'est-à-dire de la tendance à rapporter à l'expérience, et plus précisément et plus spécialement à l'expérience sensible, l'origine et le terme de toute connaissance. Autrement dit, c'est la négation de tout ce qui est véritablement intellectuel, puisque toute connaissance dépendrait
totalement d'une expérience sensible. Dans le nominalisme, en réalité, selon le nominalisme, vous sentez les choses, vous faites l'expérience des choses dans l'empirisme, vous leur donnez un nom, et le nom de l'expérience a une réalité, tandis que la chose, derrière ce nom, peut ne pas exister. Voilà, elle peut ne pas exister. Pourquoi ? Parce que tout change. Donc le nominalisme, invoquant le caractère changeant du devenir, le fait disparaître au profit des noms par lesquels on nomme les choses qui sont dans le devenir. Ce qui est une inversion des choses, puisque ce sont bien les choses qui changent, et donc le nom des choses change elles-mêmes. D'ailleurs, les langues évoluent, donc voilà. Les langues évoluent, donc les noms des choses évoluent, donc les noms eux-mêmes, évidemment, ne sont pas des réalités absolues. Ce qui réfute le nominalisme. Alors, ensuite, René Guénon nous fait une petite digression sur un poncif, sur un lieu commun de certains penseurs modernes, y compris anti-système ou qui se croient tels. Des personnes qui se croient anti-système, qui se croient résistantes au système de domination, au système majoritaire de pensée d'aujourd'hui. Ce n'est pas que nous soyons de ceux qui prétendent que les idées mènent le monde directement. C'est encore une formule dont on a beaucoup abusé. Et la plupart de ceux qui l'emploient ne savent guère ce qu'est une idée, si même ils ne la confondent pas totalement avec le mot. Puisque, effectivement, aujourd'hui, vous trouvez tout un ensemble de personnes anti-système, d'intellectuels ou de pseudo-intellectuels anti-système qui essayent de réfuter la propagande idéologique actuelle, majoritaire, en disant que les idées mènent le monde et que donc il faut combattre les idées pour changer le monde, par exemple. René Guénon, évidemment, réfute cela. Il continue en disant, en d'autres termes, ce ne sont bien souvent que des idéologues et les pires rêveurs moralistes appartiennent précisément à cette catégorie, au nom des chimères qu'ils appellent droit et justice et qui n'ont rien à voir avec les idées vraies. Ils ont exercé dans les événements récents une influence trop néfaste. Donc, ce sont justement tous ces gens qui croient que les idées mènent le monde, alors qu'en réalité, tout cela n'a rien à voir avec les idées vraies. C'est au nom de ces fausses idées, et qu'on peut appeler des idéologies, que un ensemble de personnes médiatisées, ou qui se sont médiatisées, ont exercer un pouvoir, une autorité médiatico-politique, médiatico-sociale dans la modernité. Or, René Guénon va rétablir la hiérarchie, l'ordre intellectuel traditionnel en disant « L'idée pure n'a aucun rapport immédiat avec le domaine de l'action. » Donc, elle ne peut avoir sur l'extérieur l'influence directe qu'exerce le sentiment. Mais l'idée n'en est pas moins le principe et ce par quoi tout doit commencer, sous peine d'être dépourvu de toute base solide. Donc, les idées ne peuvent pas mener le monde directement. Quand on dit les idées mènent le monde, c'est une phrase totalement creuse, totalement fausse en elle-même. Puisque l'idée pure, la vraie idée, n'a aucun rapport immédiat avec le domaine de l'action. Entre l'idée pure et l'action, il y a le sentiment, ou, comme nous l'avons dit, si l'idée pure correspond à l'intellect, le sentiment correspond à l'âme ou au psychisme, et l'action au domaine matériel. Donc, il faut le domaine psychique et sentimental comme intermédiaire entre l'idée pure et l'action, d'autre part. Donc, ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, mais les idées réinterprétées et relativisées et passées en quelque sorte à la moulinette déformante du psychisme ou des psychismes sentimentalistes de ceux qui vont les instrumentaliser ou qui vont les traduire dans le monde réel, dans le monde matériel plus précisément. Alors, donc pour revenir sur l'idée de Guénon qui va de pair avec la phrase que je viens de citer, l'idée n'en est pas moins le principe,
de tout sentiment et du domaine de l'action, ce par quoi tout doit commencer sous peine d'être dépourvu de toute base solide. Autrement dit, une véritable action dans un cadre traditionnel, et un véritable sentiment aussi, dans un cadre traditionnel, doit avoir une base métaphysique et éternelle, ce qui pourra rendre durable et rendre stable et harmonieux une entreprise et, au bout du compte, une civilisation. Toute action qui est déconnectée de base métaphysique va avoir une existence purement éphémère, confuse et donc ultra relative. Alors, certains pourront dire Guénon est anti-sentimental. Non, Guénon n'est pas anti-sentimental, il n'est d'ailleurs contre rien en soi. Mais René Guénon, qui est un relais de la doctrine traditionnelle, veut simplement rétablir une hiérarchie traditionnelle, une hiérarchie de la pensée, ce que les modernes, même prétendus guénoniens d'ailleurs très souvent, ont terriblement de mal à comprendre, croyant qu'il leur suffit d'accumuler ce qui leur plaît, une érudition guénonienne ou doctrinale traditionnelle totalement spéculative, totalement virtuelle, sans ordre autre que le sentimental. Puisque, hélas, on constate aujourd'hui que beaucoup de gens qui se prétendent traditionnels, qui se prétendent spirituels, qui se prétendent guénoniens, sont intégralement gouvernés par leur sentimentalité individuelle. Ce qui est catastrophique, mais c'est ce qu'il faut bien constater. Or, nous dit René Guénon, et là, ça fait partie de ces phrases absolument frappantes qu'on devrait se répéter tous les jours quasiment. René Guénon nous dit, je cite, « Le sentiment, s'il n'est pas guidé, je rajoute le pas pour être plus précis, pour être plus clair, le sentiment, s'il n'est pas guidé et contrôlé par l'idée, n'engendre qu'erreur, désordre et obscurité. » Et donc, il ne s'agit pas d'abolir le sentiment, mais de le maintenir dans ses bornes légitimes. Donc voilà, cette phrase est absolument fondamentale. Le sentiment, s'il n'est pas guidé et contrôlé par l'idée, donc par l'intellect pur, contemplatif, n'engendre qu'erreur, désordre et obscurité. Et il correspond à ce que dans la doctrine hindoue, on appelle tamas, qui fait partie des 3 gunas. C'est une doctrine extrêmement intéressante puisqu'elle permet de modéliser les 3... alors ce ne sont plus les 3 dimensions de l'être, ce sont les 3 tendances. C'est-à-dire que ce ne sont pas des domaines, mais ce sont des tendances. Donc il y a une tendance à la connaissance et à la lumière, qui est sattva. Ensuite, il y a la deuxième tendance, qui est rajas, qui a tendance à la domination et à la maîtrise sur un plan horizontal. Et il y a la tendance descendante, qui est tamas. Donc tendance ascendante, tendance stable ou d'expansion horizontale, qui est la deuxième tendance. Et troisième tendance, la tendance descendante, qui s'appelle tamas, et qui est liée à l'ignorance et à l'obscurité. Et donc, c'est ce à quoi se rattache le sentiment, la sentimentalité ou l'émotion, quand elle n'est pas contrôlée par l'idée. Donc voilà la fin de ce chapitre 3 d'Orient et Occident. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail en me faisant des dons sur Tipeee. Et je vous dis à la prochaine fois pour le chapitre 4 d'Orient et Occident.